Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi, une émission consacrée aujourd'hui à la journée du rebond entrepreneurial. On aime bien parce que ça c'est du positif. Après-demain, c'est le 17 octobre qui aura lieu cette deuxième édition de cet événement de l'association Les Rebondisseurs au ministère de l'économie. L'objectif, montrer donc qu'il est possible de rebondir, même si on a tout perdu, quand on est en difficulté. Tour d'horizon avec nos invités, on va en parler dans quelques instants. Et puis nous ferons un petit focus avec une jeune femme qui s'appelle Audrey Lecoq, fondatrice de Pharmazone, site qui propose des livraisons de produits de santé en pharmacie et qui se bat pour sauver son entreprise menacée par les règles de Google. On en parlera dans un instant. Et puis avant de rebondir, beaucoup d'entreprises ont connu des échecs. Petit état des lieux avec Charles-Henri Carboni qui sera avec nous, administrateur judiciaire. Et après, c'est que du bonheur. Allez, bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et puis d'abord, Claire Flin est avec nous, cofondatrice des Rebondisseurs français, pour parler de cette journée du 17 octobre. Merci d'avoir accepté notre invitation, Claire. Avec plaisir. Deuxième édition de cet événement avec le ministère de l'économie, nécessaire dans une période où effectivement qui est un peu morose pour les entreprises et pour tout le monde en général. Rappelons comment est née finalement cette perception de l'échec qu'il a fallu à un moment donné transformer. Alors les Rebondisseurs c'est une association qui est née de l'idée de 4 entrepreneurs où on en avait un peu marre d'entendre sans arrêt dire que les entrepreneurs pour lesquels ça marche pas sont des losers. Et en fait, c'est pas du tout le cas. On rencontre tous des hauts et des bas quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale. Ça fait partie du parcours. Et on avait envie de changer le regard qu'on peut porter sur ces histoires, sur ces aventures, et montrer que à la fin, il y a toujours une issue et on crée de la richesse, quelle qu'elle soit, de la richesse humaine, de la richesse économique, etc. Alors, si on regarde aux États-Unis, le fait de faillir, entre guillemets, c'est une stratégie aussi. Hein. C'est une stratégie et c'est extrêmement valorisé sur un CV. On considère que quelqu'un qui s'est planté une fois le fera pas une deuxième fois de la même manière et qu'il en aura appris quelque chose. C'est pas du tout la culture française. Mais donc, on s'est dit que ce qui est le plus important, c'est de le faire par l'exemple. Voilà. Plus on prendra la parole, plus on montrera que ça fait partie du parcours, ça fait partie de l'histoire, et alors les choses changeront. Et déjà, je trouve qu'on parle de plus en plus de rebond, beaucoup plus que d'échecs quand on compare à ce que c'était il y a 5 ans, où on parlait de l'entrepreneur qui a échoué, etc. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneur qui rebondit. Voilà, c'est ça. En revanche, on part toujours de... il faut qu'il y ait quand même un côté un peu dramatique dans sa situation pour qu'on s'intéresse à lui. Et s'il est vraiment au bord du gouffre, c'est encore mieux. Ouais. On va en parler tout au long de cette émission. Et on voulait donner la parole à Audrey Lecoq qui est avec nous, fondatrice de Pharmazone. Bonsoir Audrey, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, vous vous trouvez face à un problème important. Je voulais vous prendre aussi, puisque vous sortez de l'agroalimentaire, c'est peut-être une nouvelle vie qui s'est offerte à vous en créant Pharmazone, comme quoi on peut aussi changer de métier et changer de trajet. Et aujourd'hui, vous vous trouvez, d'abord on va expliquer ce qu'est Pharmazone, face à un gros problème, face à Google, ce qui n'est pas une mince affaire. Merci beaucoup de me recevoir et de me laisser la parole sur ce sujet, parce qu'effectivement, il va falloir un gros rebond à Pharmazone, puisqu'on a effectivement une activité qui est double. On a une activité historique qui a 10 ans, qui est une activité de centrale d'achat au profit des pharmaciens. Et depuis 3 ans, j'ai lancé un site internet qui est le site grand public, pharmazone.fr, avec un modèle totalement innovant, qui est un modèle au soutien de la pharmacie française. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous commandez sur ce site, vous choisissez la pharmacie de proximité à laquelle vous allez donner la transaction. Et c'est dans ce cadre-là que je me retrouve aujourd'hui bloquée avec Google, qui ne reconnaît pas la pharmacie comme un point de livraison valide selon ses règles. Alors, qui ne reconnaît pas, qui ne reconnaît plus, parce que ça fonctionne, jusqu'ici ça fonctionnait. Exactement. Si je reprends l'expression de l'un des dirigeants de Google lors d'un échange que j'ai eu avec eux fin août, pas vu, pas pris. Donc pendant 3 ans, j'ai pas été prise, comme ils disent. Et puis le robot, un beau jour, est passé sur le site et a considéré que Pharmazone ne livrait nulle part. D'accord. Alors j'imagine que vous les avez rencontrés, ces gens de Google. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui ? Effectivement, alors on y est depuis début août sur ce sujet, puisque j'ai un warning qui s'est allumé sur mon compte Google me disant ne pas respecter ces règles. Donc vous avez 30 jours pour vous mettre en conformité avant que votre compte soit coupé et que vous ne puissiez plus diffuser du tout.
Donc on a d'abord beaucoup cherché parce que vous n'avez pas de contact humain, hein, vous avez qu'une messagerie interne qui vous donne à peu près le problème, trouver dans les méandres des règles Google quel est le problème. Et donc c'est pour ça que j'ai alerté la presse fin août, puisqu'effectivement j'arrivais pas à comprendre pourquoi ma pharmacie n'était pas reconnue, ce qui m'a permis d'avoir une visio avec la direction France de Google et de comprendre qu'en fait la pharmacie n'était pas intégrée dans leurs règles. En fait, ils ne reconnaissent que la livraison en point relais ou à domicile. Donc, ils préféreraient qu'un médicament ou en tout cas un complément alimentaire soit livré en bureau de tabac plutôt qu'en pharmacie. Autant vous dire que ça ne peut pas être compatible avec le modèle de Pharmazone. Voilà, donc on a essayé parce qu'on n'a jamais envie de se battre contre un géant américain comme celui-ci. Donc, j'ai fait preuve de souplesse et on a trouvé un compromis qui alliait deux solutions sur lesquelles on a beaucoup travaillé parce que ça demandait des développements techniques importants pour Pharmazone. Et fin septembre, on a déployé ces nouveaux fonctionnements. Et à ma grande surprise, entre ce qu'on s'est dit et ce qu'on s'est écrit et le résultat, on n'est pas du tout au résultat puisqu'aujourd'hui, ils affichent sur mes communications 29 € minimum d'achat. Or, bien sûr, dès le premier euro sur Pharmazone, on peut être livré en pharmacie. Et à partir de 29 €, je livre effectivement en point relais ou à domicile. Donc, ils ne considèrent que mon montant de 29 € et pas avant, sachant que nous livrons la majorité de nos commandes en pharmacie et que c'est tout l'enjeu. C'est que je voulais allier le physique et le digital pour en faire qu'un et qu'ils soient solidaires l'un de l'autre. Donc, si on me retire cette partie-là, on me retire l'innovation. Ah oui, Audrey Lecoq. Aujourd'hui, vous êtes, il y a un référé qui va tomber le 26, c'est ça, le 26 octobre. Le 24 octobre. Le 24. Exactement. Dans 9 jours, je compte les jours et je compte les nuits qui vont avec pour retrouver le sommeil. Mais effectivement, j'ai obtenu un référé, ce qui est déjà une première victoire parce que ça veut dire que la justice a entendu le caractère d'urgence de la situation de Pharmazone. Et si on ne trouve pas de solution avec Google, moi je demande simplement que le compromis soit appliqué en fait. Je ne demande rien d'autre que ça pour pouvoir continuer mon activité. S'il me coupe mon compte Google, c'est 50% de mon activité en moins, donc ça remet en question le tout maintien votre modèle économique en fait. Tout le modèle économique en fait. Exactement. Tout mon modèle économique, toute ma vision, tout ce pourquoi j'ai créé ce site. Est-ce qu'on peut être optimiste sur la réponse il y a Claire Flin qui dit oui, elle dit oui, on peut être optimiste. Il faut. Ce serait énorme parce que personne ne veut se battre contre un géant comme Google. Vous l'avez fait, Audrey Lecoq. Ça veut dire que si vous arrivez à faire ça, ça veut dire que derrière, il va y avoir peut-être une jurisprudence sur les prochains. Donc ce serait énorme. J'espère que je serai entendue. En tout cas, depuis maintenant 2 mois, j'y ai mis beaucoup d'énergie, à la fois avec les politiques, avec les médias et maintenant avec la justice. J'ai été élevée, mon père me disait toujours Audrey, quand t'échoues, c'est pas grave. Par contre, quand tu regardes ton chemin jusqu'à l'échec, tu ne dois pas avoir de regrets et tu dois avoir déployé tout ce qui est possible. Je pense que j'ai fait ça. Voilà. On est dans cette voie. En tout cas, vous le savez, Audrey, on vous a toujours accompagné dans cette belle aventure de Pharmazone. Vous avez besoin de nous. Nous sommes là. C'est comme Claire Flin. Voilà. Elle soutient en tout cas tous ces entrepreneurs. Vous restez avec nous. Merci. Et puis on prendra des nouvelles. Et bien sûr, vous entendrez parler de Pharmazone encore très longtemps. Merci beaucoup, Audrey Lecoq, d'avoir été avec nous. Dans un instant, on reviendra sur le nombre d'entreprises aujourd'hui qui ferment entre leurs boîtes, on va en parler parce que c'est important de le dire, mais aussi des entrepreneurs qui, j'espère, retrouveront en tout cas la foi et la possibilité de monter autre chose. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. 19h-20h. Les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi avec cette journée du 17 octobre, la deuxième édition de cet événement, l'association Les Rebondisseurs, un rebond entrepreneurial avec Claire Flin qui est avec nous, l'une des cofondatrices de cette association, cette belle association. Et puis, forcément, l'actualité nous rattrape puisque aujourd'hui, beaucoup de défaillances d'entreprises après le Covid, deuxième trimestre de 2024, près de 16 000 défaillances d'entreprises. On voulait en parler avec Charles-Henri Carboni qui est avec nous, administrateur judiciaire. Merci, bonsoir d'avoir accepté notre invitation pour faire un petit état des lieux, effectivement, à cette presque fin d'année 2024. D'abord, le nombre, ensuite, qui sont-elles et quelles sont les filières aujourd'hui les plus touchées?
Bonjour, merci de votre invitation avant toute chose. Bonjour à tous. Avec plaisir. Tous. Vous m'interrogez sur la volumétrie du sujet, sur sa typologie. À peu près, oui, pour qu'on comprenne. Est-ce que Oui. et comment on l'explique surtout. Alors, d'abord, on l'explique par deux phénomènes qui viennent se conjuguer. Le premier, c'est un rattrapage de retard, parce qu'en fait, depuis le Covid, avec le sujet des PGE, alors c'est peut-être un peu mystérieux pour certains d'entre vous, mais les prêts garantis par l'État, et d'une façon générale... Que certains imaginaient ne jamais rembourser, je rappelle quand même, à un moment donné. Certains pays ont pratiqué l'exercice sous cette forme-là. Chez nous, ce sont des prêts. Alors, on y reviendra parce que ça a quelques impacts négatifs d'ailleurs, mais en tout cas, le quoi qu'il en coûte a fait qu'il y avait des instructions pendant plusieurs années données, en particulier aux administrations publiques, URSSAF, Trésor public, de ne pas mettre en recouvrement des créances qui commençaient un peu à s'accumuler. Et donc, on a eu un certain nombre de dossiers qui ne sont pas allés vers les tribunaux de commerce alors qu'ils auraient dû y aller, et s'ils n'avaient pas été maintenus un peu artificiellement en vie. Donc, D'accord. Et donc, si vous regardez les statistiques, si on est un peu en macro, vous avez eu beaucoup moins de défaillances qu'une année normale avant le Covid. Et ce retard est juste simplement en train de se rattraper. Donc là, on parle finalement de sociétés qui ont eu finalement indirectement, grâce au Covid, un sursis et fin du sursis, parce que maintenant, on est reparti sur les assignations URSSAF, etc. Et puis, il y a une deuxième conjoncture qui vient... alors là, c'est plus serré par secteur. C'est l'inflation aussi, peut-être ? Oui, absolument. Il y a l'inflation et il y a certains secteurs qui sont très impactés par les modifications du tissu économique, en particulier ce qu'on appelle le retail, donc tout ce qui est magasin. Le développement d'Internet fait qu'on a toute une branche. Vous avez un nombre infini de grandes enseignes, y compris prestigieuses, dont j'ai eu à connaître certaines, qui se retrouvent en grande difficulté. Et là, pour le coup, c'est la faute au monde qui change. Donc là, il n'y a rien de particulier. Et ensuite, vous avez, en région parisienne aussi, là, il y a eu les gilets jaunes, les Jeux Olympiques. Enfin, donc là, on a eu les pauvres commerçants parisiens. Là, pour le coup, on est très région parisienne. Ont eu beaucoup de successions de sujets différents qui sont tous venus quand on sortait la tête de l'eau. Vous voyez le jeu que vous avez dans les fêtes foraines avec les petites taupes qui sortent la tête et il faut un petit marteau pour taper sur la tête. C'est ça. Quand vous êtes chef d'entreprise depuis quelques années, vous avez l'impression que vous sortez la tête et clac, il y a un petit coup et donc il faut la ressortir à un autre endroit. C'est complètement ça l'économie en ce moment pour les entreprises en difficulté. On parle de quelle catégorie d'entreprises ? C'est quoi ? C'est TPE, de la PME ? Ou même carrément de l'ETI aujourd'hui ? Alors, il y a de tout, vraiment, puisque vous avez eu aussi... il y a eu Orpea. Moi, j'ai un dossier très important dans ce domaine en ce moment. Donc, on est sur les résidences pour ces personnes âgées, parce que on sait qu'on a une courbe démographique qui amène à un besoin de beaucoup d'infrastructures et qu'on a envisagé un peu trop tôt l'arrivée des baby boomers. Et donc, il y a beaucoup de grandes entreprises qui se sont équipées pour faire face à ça, et ça arrive un peu plus tard que prévu. Et donc, ça crée des difficultés. Mais là, on est vraiment sur un domaine très particulier. Et il y a eu aussi, la guerre en Ukraine a amené un enchérissement du coût de l'énergie, de l'électricité en particulier. Et là, vous avez une kyrielle aussi. Là, j'ai une d'un groupe important qui a beaucoup qui opère des piscines en délégation de services publics pour plein de communes. Et là, ça a été multiplié par 5-6 les factures d'électricité. C'est une catastrophe. Et là, ça impacte aussi l'industrie. Pour répondre à votre question, certaines parties de l'industrie qui sont consommatrices d'énergie sont impactées par ça aussi. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Charles-Henri Carboni, administrateur judiciaire. Merci beaucoup. Et sur une note un peu plus positive, bien entendu, avec nos invités aujourd'hui, Bénédicte Perrault est avec nous. Bon, Claire, grâce à vous, fondatrice de la poussette Vidiamo Stroller. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, on parlait d'entreprises qui tombent, qui dérapent, et tout à coup, tel que vous décidez de repartir, de remonter sur le cheval, et on y retourne. L'image en fait de la fête foraine est plutôt pas mal, parce qu'en fait à chaque fois qu'on a l'impression qu'on sent la tête de l'eau, il y a quelque chose qui nous enfonce à nouveau.
Ça a été, oui, moi, j'ai eu l'idée il y a à peu près 10 ans. Je me suis lancée donc il y a 9-10 ans et j'ai l'impression que c'est 10 ans de montagne russe et que ça ne s'arrêtera jamais. Mais bon, après, maintenant, je vois les choses de manière plus sereine. C'est que je suis mieux équipée pour affronter justement les catastrophes qui tombent quasiment quotidiennement. Donc, alors ça, c'est le lot des entrepreneurs. Ça, c'est le lot des entrepreneurs. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez monté une boîte, que vous avez fermé. Alors, oui. Presque, en fait. Presque. J'aurais dû. Mais j'ai fait quelque chose que peu de gens, je pense, pensent à faire, c'est-à-dire que j'ai anticipé la chute pour justement éviter d'arriver au point de non-retour où ils allaient venir me chercher en disant bon, Madame Perrault, maintenant ça suffit, on est en liquidation, on arrête tout. Donc j'avais contacté plusieurs fois un administrateur judiciaire pour justement savoir un peu si j'arrivais à ce point-là, comment je devais faire et pour anticiper. Et voilà. Donc en fait, entre le démarrage où malheureusement j'ai fait appel à un bureau d'études qui m'a pas arnaqué, mais bon, qui a fait un travail qui malheureusement tenait pas la route, et donc j'ai perdu 1 an de développement, et donc là il a fallu trouver à nouveau de l'argent et des solutions. Ensuite, mais c'est vrai que quand on monte une boîte, personne nous apprend à monter une boîte en fait. Le truc, c'est que l'anticipation, la stratégie, en fait, on apprend sur le terrain. Oui, on a des aides. Ce qui fait que finalement c'est intéressant, Claire Flin. Ah oui, c'est pour ça que l'échec est important. L'échec est important, et ce qui manque, en fait, quand on veut se lancer une boîte, on trouve pléthore de documentation, de conseils, de formations sur la gestion, le management, le business plan, etc. Premières étapes. Mais alors sur comment on s'y prend et comment on développe sa capacité à rebondir, pas du tout. Ouais. Et c'est toujours le sujet qu'on met de côté en disant non, mais c'est pas là-dessus. Pour l'instant, on est vraiment en train de travailler sur la croissance. Ça n'arrivera pas. Non, mais d'ailleurs, c'était quelque chose que j'avais dit l'autre jour où, pour le coup, j'aurais bien aimé connaître ou avoir une espèce de formation rebondir dès le départ au niveau de l'ACRE, par exemple, quand on fait les premières étapes pour créer son entreprise. C'est de dire, bon, bah voilà, vous voulez la créer, mais on va déjà vous expliquer si jamais ça se passe, ce que vous devez faire et qui vous devez appeler. Et on va poser la question à Charles-Henri Carboni. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, au monde des sociétés, et finalement, on n'est pas très à l'aise sur les montages, sur la stratégie, l'anticipation. Est-ce que là, il devrait pas y avoir un peu de plus de formation, même si l'échec, encore une fois, apporte des choses. Moi-même, bon, j'en ai plein. Oui, bien sûr. On sait bien tous, c'est connu aux États-Unis. Si on n'a pas fait 3 faillites, on n'est pas un bon chef d'entreprise. Moi, j'aurais juste une recommandation. Il y a quand même une typologie que j'aimerais faire entre les sociétés qui perdent de l'argent en exploitation, et donc là on comprend parce que le marché s'est retourné, parce qu'ils ont perdu un gros client, que sais-je, mais donc chiffre d'affaires, charge, résultat, le résultat est négatif. Et là, le ou la chef d'entreprise comprend pourquoi elle est impactée, alors elle le vit plus ou moins bien, mais en tout cas elle fait face et elle comprend. Vous avez aussi la moitié des entreprises défaillantes qui le sont pour des sujets de trésorerie. Et là, d'une certaine façon, c'est beaucoup plus injuste et beaucoup moins facile à comprendre. C'est-à-dire que vous avez chiffre d'affaires, charge, résultat très positif, sauf que besoin en fonds de roulement, donc là c'est un sujet de trésorerie, et donc pour faire simple, vos clients vous payent à 90 jours quand ils ne respectent pas la loi LME, si c'est pas à 120 jours, et vous, si vous êtes une société de service, vous payez vos salariés et votre loyer tous les mois à la fin du mois. Et donc vous avez beau être bénéficiaire en théorie sur le papier, en trésorerie, c'est la catastrophe. Vous avez besoin des banquiers. Il n'y a plus de banquiers pour les PME. On vous envoie tous chez un facteur qui commence à constituer un fonds de garantie et qui vous assèche la trésorerie pour commencer. Et vous avez un problème. Et encore, quand vous trouvez un facteur. Et donc, si j'ai une recommandation à dire pour éviter les problèmes après, il y en a 1000, mais une déjà, réfléchir avant de se lancer au flux de trésorerie. Quand est-ce que mes clients vont me payer? Quand est-ce que moi, j'aurai à payer les autres? Et s'il y a un décalage entre les deux, ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, il faut avoir une solution pour le financer. Soit des fonds propres, il n'y en a pas assez, soit un banquier. Allez, la petite réponse de Bénédicte Perrault, et puis ensuite on part en pub. Je disais que pour le coup, nous, on avait un peu préparé ça et on avait fait appel à de la facturage pour pouvoir être payé tout de suite. Les factures qui auraient pu être payées à 90 jours. Donc ça, en effet, c'est une solution qui existe assez facilement. Mais après, il y a d'autres choses. Il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs. On va en parler dans un instant. Allez, vous bougez pas. Merci beaucoup, en tout cas, Charles-Henri Carboni, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour vos informations, administrateur judiciaire. On passe au positif maintenant, dans un instant. On fait une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.
Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi ce soir, les vraies voix du rebond, j'ai envie de dire, à l'occasion de cette journée du 17 octobre pour des rebondisseurs. Alors des rebondisseurs, il y en a énormément. Alors on est aujourd'hui avec Claire Flin qui a initié ce côté positif avec pas seul, puisque cette association, vous êtes plusieurs, vous êtes 4, Claire Flin, et c'était important pour vous, en tout cas, de partager peut-être des réflexions avec des gens qui ont réussi. Elle n'a pas de micro, Claire. Merci. Non, c'était important. En fait, on s'est dit qu'il y avait, pour voir les choses autrement, il fallait qu'on apporte aussi d'autres choses. Les entrepreneurs sont souvent seuls dans leur réflexion quand il leur arrive quelque chose, donc on a voulu créer une communauté et on pense que c'est vraiment en échangeant avec des pairs, avec des gens qui sont dans la même position, qu'on osera parler de ce qui est difficile et trouver ensemble des solutions. Et c'est typiquement l'esprit de la journée de jeudi, où en se rencontrant, sans être forcément exactement dans la même configuration chacun, par l'échange et par le partage d'expériences, il y a certainement des pistes qui vont se dégager pour les uns et les autres. La volonté des entrepreneurs avec qui on a lancé les rebondisseurs est aussi de proposer des outils pratiques à chacun parce que voilà, on ne sait pas forcément comment s'y prendre et avoir des repères, savoir pourquoi quand on lance des procédures collectives, à quoi ça sert, à quel moment c'est intéressant, comment on peut être accompagné, qui sont les bons interlocuteurs. C'est des outils, mais il ne faut pas attendre d'être confronté au problème pour s'y intéresser. Il faut le faire avant. Alors autour de la table, il y a Fabrice Develay qui est avec nous, fondateur de Spero. On va revenir avec vous dans quelques instants. Tiffen Fox est avec nous, fondatrice de Easy. Et Albert Schulman qui est fondateur de Scale Up Booster. Merci en tout cas tous d'être là. Albert Schulman, vous, le rebond, c'est quoi? C'est-à-dire que c'était combien de fois? C'était quand? Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors le rebond, c'était combien de fois? C'était plusieurs fois. Oui. C'était parfois très très douloureux. Mais en fait, c'est lors de ces multiples rebonds que j'ai trouvé que j'avais au fond de moi une énergie, mais pas que grâce à moi. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'on oublie beaucoup dans le rebond, et c'est pour ça que les rebondisseurs sont si importants, c'est que la solitude de l'entrepreneur, c'est ce qui le tue en premier. D'abord parce qu'avant de faire du rebond, il ferait bien de se faire accompagner bien avant. On ne sait pas tout, et en fait, il y a plein de signaux faibles, et j'ai découvert ça un peu en tapant les murs un peu tard. Voilà. Oui. Et ces signaux faibles, les autres peuvent les décoder pour vous. Donc c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que une fois que l'on apprend à rebondir, on apprend à détecter chez les autres les stigmates de ce qui va probablement mener à quelques difficultés, ces fameux signaux faibles. Et c'est à ça que je crois qu'on sert aussi, nous les rebondisseurs. C'est une communauté d'entrepreneurs qui ont rebondi, donc qui permettent à un entrepreneur d'abord d'affronter une chose qui est très simple, c'est la honte. Parce qu'en fait, la plupart des entrepreneurs ont honte de parler de leurs problèmes. Et le fait de se rendre compte... De ne pas avoir réussi, peut-être. Oui, ou même d'avoir réussi puis raté. Et il se rend compte qu'on est nombreux à avoir raté, réussi, recommencé, rebondi. Et finalement, eh bien, ils sont pas tout seuls. Et comme on n'est pas tout seul, on commence à parler. Comme on commence à parler, on trouve des solutions. Et comme on trouve des solutions, on tombe pas jusqu'en bas. Et l'idée, c'est que si on tombe pas jusqu'en bas, on rebondit. Fabrice Develay est avec nous, fondateur donc de Spero. C'est pareil. Alors vous avez un parcours aussi atypique, huissier de justice à la base. Donc vous faites peur. Me regardez pas comme ça, vous faites peur. Huissier de justice, ne venez pas chez moi, s'il vous plaît. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Albert, et sur ce qu'a dit l'administrateur judiciaire, Maître Bonnier. Oui. Effectivement, aujourd'hui, le monde va tellement vite que la capacité à rebondir, c'est ce qui fait qu'on peut se sortir d'impasses, de situations très compliquées. Et je pense qu'à la différence des États-Unis, comme tu l'as dit, fail fast pour redémarrer plus rapidement, on stigmatise systématiquement en France l'échec, quel qu'il soit. Au lieu, en matière d'entrepreneuriat, de stigmatiser et de mettre en avant le courage, la résilience, la capacité d'adaptation, et c'est ça qui fait que Albert a pu attention le micro, on vous entend plus. Qu'Albert a pu, et nous tous, on a pu rebondir. C'est qu'effectivement, ce courage nous permet de rebondir sans cesse. Et quand vous posiez la question à Albert, vous avez rebondi plusieurs fois. Je pense qu'on rebondit tous les jours.
et plusieurs fois par jour. Tiffen Fox est avec nous, fondatrice de Easy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aussi, vous avez rebondi. Aujourd'hui, vous produisez de la litière pour chat à partir de résidus de chauffage. Quand on dit que vous avez rebondi, ça veut dire que vous avez subi des échecs. Est-ce que vous avez rebondi dans le même secteur d'activité ou totalement différemment ? Alors déjà, je vais compléter effectivement. Pour moi, le rebond, c'est tous les jours maintenant. On parle de rebond, de pivot. Enfin bref, je suis un kangourou breton là. Parce qu'on fait ça tout le temps, tous les jours. Donc le premier vrai grand rebond dans ma carrière professionnelle, c'est d'abord que je suis passée d'être salariée à créer ma boîte. Donc là, grand saut dans le vide. Et pour revenir à Easy, effectivement, l'idée d'origine, c'était de créer du chauffage, du pellet, du granulé de chauffage, du granulé de bois sans bois. Et en fait, on n'a pas réussi. Enfin, on est toujours en cours, etc. Sauf que ça fait 4 ans. Et quand on est à la tête d'une boîte, on peut pas être en cours pendant 4 ans. Donc, on a rebondi dans un secteur complètement différent, puisqu'aujourd'hui, on fait des litières pour les animaux de compagnie, mais aussi des absorbants de toilettes sèches. Donc, le grand écart, on l'a fait. Par contre, on a essayé de garder quand même une ligne directrice. Et notamment, on est toujours sur la notion de ce qu'on appelle, nous, les végétaux délaissés. Donc, tout ce dont personne ne fait rien d'habitude. Et ça nous permet quand même de garder le cadre de je fais pas et d'avancer assez rapidement dans les prises de décision. Mais ça veut dire que ce que vous n'avez pas pu faire pendant 4 ans, c'est quoi? C'est un problème de législation? C'est quoi? C'est quelque chose que du coup vous allez totalement abandonner? On est d'accord ou pas du tout? Vous allez continuer? On n'a pas abandonné parce que mon idée elle est toujours là. Mais par contre la question c'est comment on contourne la montagne. C'est un problème effectivement de certification de poêle à granulés qui n'accepte que des granulés de bois. Moi, je suis persuadée que le bois, c'est pas une ressource indéfinissable et que de toute façon, à un moment, on va être en pénurie et il faut qu'on cherche aussi d'autres solutions. Donc, on n'a pas abandonné, mais on contourne, on continue nos tests et on voit comment on peut avancer avec des fabricants de poêles, avec des revendeurs, etc., avec des clients qui nous accompagnent et qui testent notre produit pour savoir si ça marche. Mais en attendant, il faut que la boîte, elle vive, elle survive et donc on a d'autres produits à côté. Bénédicte Perrault, vous, ce rebond aussi, c'est pareil, c'est le même secteur d'activité ou vous avez carrément changé? Ah, moi j'ai complètement changé de vie. Moi je travaillais dans la mode et après, par contre j'ai eu des enfants et donc les enfants ont forcément inspiré la création de nombreuses idées et dans ce produit-là. Donc je me suis lancée mais complètement dans une aventure que j'imaginais pas. Je savais que ça allait être dur, je vous coupe. Est-ce que ça veut dire que vous avez démissionné de votre métier parce que vous vouliez devenir entrepreneur ou alors c'est parce que non, j'étais en congé maternité et en plus de ça, je bénéficiais d'un licenciement économique d'une entreprise qui venait de fermer. Donc c'était le moment propice. Voilà, c'était le moment propice. Sauf que en fait, je n'avais jamais créé d'entreprise avant et encore moins dans un secteur industriel. Et c'est vrai que malgré le fait d'avoir essayé de me protéger un peu dans tous les sens pour aller chercher le maximum d'informations, j'étais quand même très 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 loin d'imaginer à quel point ça serait dur en effet d'industrialiser, de fabriquer sur un autre continent et d'être, c'est horrible à dire, mais bon, aussi une femme dans un milieu quand même très très masculin. En fait, je me suis lancée dans vous êtes mis des pièges. Dans la création d'une poussette, j'avais pas réalisé que c'était limite le secteur automobile, quoi. Parce que c'est... Allez, on va en parler dans un instant. Vous bougez pas. Si vous avez des questions, 0826 300 300, bien entendu, ils sont passionnants parce qu'ils sont passionnés en fait. C'est ça qui est incroyable et j'espère qu'ils sont inspirants pour vous. En tout cas, ils le sont pour moi. On revient dans un instant avec les rebondisseurs. J'adore ce mot. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi sur le rebond des entrepreneurs avec Claire Flin, cette belle association le 17 octobre. Ce sera en tout cas la deuxième année avec de nombreux entrepreneurs qui régulièrement dans cette association se parlent, discutent, échangent et se rendent compte que beaucoup de points communs et on se nourrit finalement les uns les autres. Claire Flin. Et on a besoin de se voir et c'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous ici à Sud Radio. Ici à Sud Radio ce soir, à Bercy, au ministère dans 2 jours parce que c'est essentiel et que c'est extrêmement riche. Donc on a cette journée qui normalement devrait donner plein de pistes à chacun, plein d'outils pratiques, plein de contacts, plein de réseaux et on espère que ça sera bénéfique pour tous et on attend tous les entrepreneurs qui ont envie de nous rejoindre
pour échanger, parce que dans tout entrepreneur sommeille un rebondisseur. Absolument. Fabrice Develay, alors vous, aujourd'hui, vous êtes fondateur de Spero. Alors déjà, j'ai besoin de savoir ce que c'est. Spero, c'est une start-up qui va rendre accessible au plus grand nombre la data dans les grandes entreprises en fonction de ce qu'on appelle la data gouvernance et mettre la data à la portée de tous. Ah ben ça c'est une bonne idée. Je vous remercie en tout cas de l'avoir proposé, de l'avoir mis en place. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avant Spero et pourquoi ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir quelque part une petite responsabilité ? Et qu'est-ce qui a changé chez vous depuis ? Je le vis pas comme un échec, je le vis comme une transition. Ouais. Et ce qui a les raisons ou la raison pour laquelle ça n'a pas marché avec mon associé, c'est non pas un problème de confiance, mais plus la peur aussi d'échouer, qui, dès l'instant où on a peur, on perd un petit peu de ses moyens, et quand on est en face d'un financier qui, dès l'instant où il vous fait comprendre qu'il peut couper les vivres de l'associé très rapidement, et se retrouver dans une situation que l'on vient d'évoquer, on fait de mauvais choix. J'ai fait de mauvais choix que je ne referai pas, et que je n'ai pas fait aujourd'hui en prenant des associés. Et à la pause, on parlait des entrepreneurs, et il y a ce qu'on appelle les doueurs, ceux qui font, et puis ceux qui vont réfléchir, qui vont apporter une vision, et ceux qui vont faire en termes de techno, qui sont au quotidien les mains dans le développement, dans la data, dans l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est cette combinaison d'entrepreneurs qui fait que le succès est au rendez-vous peut-être plus tôt. À la pause, on parlait aussi de l'âge des entrepreneurs. J'ai 59 ans, je crois que je fais partie des 1% de start-upers qui ont plus de 55 ans. Ah ben, vous les faites pas, en tout cas. Olivier Kerr est avec nous, fondateur de S-Space, direction La Rochelle. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous, c'est pareil, carrière forcément coupée par certains, peut-être une petite chute pour finalement rebondir derrière. Racontez-nous un tout petit peu votre histoire. Alors, en deux mots, j'allais dire que le rebond, moi, il a commencé dès l'école, puisque j'ai choisi de faire une formation hôtelière pour finir dans le conseil en ressources humaines. Ah oui, effectivement, on est loin. Et donc, la question du rebond, pourquoi je dis ça ? Parce qu'elle se pose, à mon sens, dès l'éducation. Le fait de dire comment est-ce qu'on explique aux jeunes dès l'école, il va y avoir des rebonds dans ta vie de tous les jours, et que finalement, le choix que tu fais de l'orientation, c'est peut-être pas le métier que tu feras demain, parce que c'est exactement, si je fais l'analogie, ce qui se passe sur mon parcours d'entrepreneur. Je suis rentré dans une logique entrepreneuriale, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a recruté en apprentissage et je suis devenu son associé. Mais personne m'a jamais dit, tu vas voir, l'entrepreneuriat, c'est un peu plus compliqué que tu imagines, et c'est pas juste prendre des décisions. C'est tous les jours se poser la question de, il se passe quelque chose, ce que vous avez dit en début d'émission, et comment on fait pour rebondir avec ce qui arrive, qui n'était pas prévu, qui n'était pas le plan de départ. Donc moi, j'ai choisi de ne pas reprendre ce cabinet conseil, qui est un projet qu'on avait construit pendant 15 ans. Et je suis allé à l'encontre de ce que tout le monde autour de moi attendait, en disant non, c'est trop dangereux de reprendre ce cabinet pour moi et pour les équipes, et ce sera mettre l'entreprise en péril. Et donc, j'ai repris une structure qui fait de la location de bureaux et de salles de réunion. Donc, rien à voir, une opportunité de rebond dans laquelle je m'éclate tous les jours, mais je rebondis tous les jours. Ah ouais. Albert Schulman, vous aujourd'hui, vous aidez ces startups, en fait, vous les conseillez. Ce rôle, vous avez pris de la hauteur, si je puis dire, et vous envoyez des informations qui sont très importantes pour les startups. J'aime bien l'idée d'avoir pris de la hauteur. En fait, je pense que j'ai pris les baffes avant eux, donc je les vois arriver plutôt qu'eux. Je crois que l'intérêt de l'accompagnement, c'est effectivement de se faire accompagner de personnes qui ont vécu les choses. Et qu'on manque beaucoup de personnes expérimentées dans l'accompagnement des startups ou des PME. Pourquoi ? Parce que quand on a vécu les choses, c'est comme quelqu'un qui a été battu, il sent que le coup va arriver. Nous, c'est pareil. Un petit signal et on se dit là, il y a un truc qui va pas bien. Et c'est à ça qu'on sert. En fait, j'aurais dû me faire accompagner dans mes différentes sociétés. Si j'avais été accompagné, ce serait peut-être pas passé comme ça non plus. Et un mini-vous dans chacune des entreprises. Ouais, c'est ça. Tiffen Fox, à quel moment finalement cette société qui n'a pas fonctionné, et j'imagine que comme beaucoup ici autour de cette table, vous étiez peut-être salarié à un moment donné, et la bascule de devenir entrepreneur, c'est quoi en fait ?
Or, c'est l'envie de voler de ses propres ailes, c'est sans doute la crise de la quarantaine, c'est le fait d'être une femme et d'avoir envie d'aller se frotter un peu à l'industrie aussi et de montrer que c'est possible. Donc voilà, donc c'était un mélange de tout et c'est une super aventure, mais qui force à rebondir tous les jours. Après, l'avantage d'avoir été salarié avant et notamment salarié dans des grands groupes, c'est que ça donne des armes quand même, donc on part pas de zéro. En tout cas, moi, je m'appuie beaucoup sur ça. Et une des choses dont je me suis appuyée énormément, c'est du coup de m'être entourée dès le démarrage. Moi, j'ai autour de moi des gens que j'appelle mes coachs, qui sont des gens que régulièrement, quand je vois où je sens qu'il y a un mur en train d'arriver, ben, je prends mon téléphone et je crie au secours, en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez ? Ah non, mais pas du tout. À 3000%, etc. Alors j'adorais ma vie d'avant aussi, hein. Il n'y a pas du tout de question là-dessus. Mais j'apprends tellement plus aujourd'hui, c'est absolument incroyable. Par contre, faut être un peu prêt à pas toujours être stable sur ses appuis, quoi. Et vous, Albert Schumann, vous regrettez pas aujourd'hui ? Vous êtes l'homme le plus heureux du monde. Vous avez l'air épanoui. Tout va très bien. J'adore ce que je fais. En fait, c'est le prix de la vraie liberté. C'est d'accepter la responsabilité de ses erreurs, de les affronter, de les reconnaître et de dire ouais, là je me suis planté, c'est pas grave, j'avance, je continue. Et c'est ce que ça offre derrière, c'est une liberté. On dort très très bien. Bénédicte, vous aussi, c'est pareil. On vous sent plutôt épanoui. Épanoui aujourd'hui, mais honnêtement, moi je vous cache pas que j'ai pris un bon gros nombre de murs qui m'ont coûté assez cher sur tous les plans. Ouais. Et le fait d'être une femme, peut-être aussi, dans l'entrepreneuriat, c'est toujours un peu compliqué, peut-être. Bah alors oui, c'est sûr que ça c'est compliqué, même si aujourd'hui on dit que les femmes ont autant leur place que les hommes, ça reste quand même dans certains secteurs peut-être un peu difficile, mais oui, je pense que c'est tout un tas de choses où de temps en temps, en effet, je m'étais quand même dit à un moment donné, si je pouvais revenir 7 ans en arrière. Quand j'étais justement en procédure de sauvegarde, en train de trouver tous les moyens de sauver mon entreprise pour pas qu'elle soit mangée par un concurrent, je me disais si je pouvais revenir 7 ans en arrière avec une baguette magique, je changerais tout. Et je le ferais pas. Parce que en fait, c'est votre entreprise en fait. C'est un peu votre bébé, j'imagine. Voilà, c'est un peu un bébé, mais pour le coup, c'est un bébé, un gros bébé quand même. Hein. Ouais. Mais bon, Fabrice, comme quoi il y a toujours du rebond. De Velay, le petit mot de la fin. Un mot qu'on n'a pas super employé, c'est c'est la résilience. Ouais. Et c'est pour nous c'est un défi quotidien, et c'est surtout si on arrive à développer cette capacité d'être résilient, c'est s'assurer, je pense, un bien-être et un avenir relativement confortable. Ou est-ce que c'est pas la voie de la sagesse? C'est inné, non? Je sais pas. Question. Je pense que c'est inné. Ouais, c'est inné. Je pense que c'est inné. Sujet philosophique pour l'émission d'après, qui est une émission philosophique sur. Il faut l'avoir en soi. Je pense que les rebondisseurs autour de cette table, on l'a dès le départ. Absolument. Olivier Kerr, peut-être le mot de la fin avec vous, avant de donner le petit mot à Claire. Je dirais que la force qu'on a chez les rebondisseurs, c'est justement de rompre la solitude dans ces moments-là, où il n'est pas toujours simple de lever le doigt et dire là j'ai un sujet, j'ai une difficulté dans son entourage, d'aller voir son banquier de proximité et lui dire là j'ai un problème, c'est le meilleur moyen de le faire fuir objectivement. Et donc malheureusement, et heureusement les rebondisseurs sont là, on peut lever le doigt et trouver des solutions ensemble parce que certains sont passés par là, et comme le disait Albert, il y en a qui ont le nez pour dire là le truc qui est en train d'arriver, Olivier, c'est une grosse erreur. Fais attention, et on bénéficie de cette expérience-là pour rebondir beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Merci en tout cas à vous tous d'avoir été avec nous. Merci Claire Flin. Donc le 17 octobre prochain. Voilà. Et puis si vous êtes un entrepreneur, l'association vous attend, c'est ça? Exactement, l'association. Et surtout, on entend beaucoup parler de défaillance, on entend beaucoup toutes ces choses-là dans l'actualité en ce moment. N'attendez pas d'être acculé à des décisions très difficiles. N'attendez pas de vous planter pour rebondir. Rebondissez avant. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Mon Philippe David est arrivé avec du football. Et là, il y a du rebondissement pour le coup. Alors, il y a du football, mais il y a quand même des annexes. Oui, parce que évidemment, Cécile, on va commencer par ce qui s'appelle désormais l'affaire Mbappé, puisque l'avocate de la star du Real Madrid de l'équipe de France va faire le 20h de TF1 tout à l'heure, suite aux accusations de viol à Stockholm qui planent sur lui. Et on va en parler évidemment sur Sud Radio avec Alexandre Corboz, rédacteur en chef du site butfootballclub.fr. Ensuite, on va parler vraiment de football avec le bilan des Bleus
qui ont gagné quand même leurs 2 matchs contre Israël et contre la Belgique. Alors un sur terrain neutre et l'autre à l'extérieur. Et vous voulez que je vous fasse rajeunir pour la dernière partie de 38 ans. Allez-y. 21 juin 86. Allez Luis, allez mon petit bonhomme, allez mon petit bonhomme. Ça vous rappelle rien? Le tir au but de Luis Fernandez, absolument, face au Brésil, parce qu'on aura Luis Fernandez avec nous pour parler. Est-ce qu'il y a de la place pour 2 clubs professionnels à Paris? Parce que vous savez que le Paris Football Club va être racheté par la famille Arnaud et Red Bull. Et Luis a porté le maillot du Paris Saint-Germain et du Matra Racing, qui était le club de Jean-Luc Lagardère à l'époque. Je m'en fiche, je reste. Je vous préviens. Écoutez, jusqu'à demain. Moi, j'ai encore des frissons quand je repense à son tir au but. Désolé, mais là, je me revois ce soir-là. Allez, on vous embrasse, les rebondisseurs. Merci tous à tous d'avoir partagé votre expérience ici. On se retrouve demain à 17h pour les vraies voix. Merci à notre équipe formidable. Je vous embrasse. Salut, à demain.